Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, de retour de Chine la semaine dernière, Trump continue à tergiverser sur la manière de gérer la guerre en Iran. Il semble donc assez occupé sur les questions de politique étrangère, sans compter les échéances électorales de novembre, ça c'est pour la politique intérieure bien entendu. Mais il n'a pas pour autant oublié ses visées sur les territoires proches des États-Unis. On sait que depuis le début de son second mandat, il a développé une nouvelle doctrine de domination états-unienne sur les Amériques, dans lesquelles il inclut le Groenland. C'est la doctrine Donroe. Alors Donroe, vous nous rappelez comment le mot naît ? Oui, c'est un mot valise entre Monroe, c'est le président des années 1830, qui avait... président américain. Bien sûr, qui avait énoncé la doctrine Monroe, qui intimait l'ordre aux puissances européennes de ne plus s'occuper des Amériques. Et ensuite, il a rajouté le D de Donald pour donner sa propre version de la domination états-unienne sur les Amériques. Merci Laurence, et donc je voudrais aujourd'hui que nous parlions des visées américaines sur le Groenland et sur Cuba. Pour le premier, des négociations avec le Danemark et le Groenland ont commencé en janvier dernier, elles semblent difficiles. Et pour le second, Trump mentionne régulièrement sa volonté d'annexer Cuba. On sent bien qu'il a dans la tête le précédent vénézuélien avec l'enlèvement du président Maduro qui a tellement bien marché. Tout ça pour dire, Laurence, qu'on aurait bien besoin d'un état des lieux des menaces américaines, états-uniennes devrais-je dire, sur ces deux territoires, Cuba et le Groenland. Oui, alors on va d'abord faire un retour en arrière parce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, ça explique beaucoup de l'attitude de Trump, que Cuba et le Groenland ont déjà un long passé de demandes d'achat de la part des États-Unis, des demandes d'achat qui ont toujours été refusées par les dirigeants de ces pays. Si on prend Cuba par exemple, le président James Polk, dans les années 1845, avait déjà proposé à l'Espagne d'acheter l'île de Cuba pour 100 millions de dollars à l'époque. L'Espagne avait refusé. Et pour le Groenland, l'idée avait d'abord été étudiée en 1867, c'était juste après l'achat de l'Alaska à la Russie. Rien n'était sorti de cette affaire, mais en 1946, le président Truman avait lui aussi fait une proposition à 100 millions de dollars au Danemark qui avait été refusée. Et puis on arrive à Trump qui demande à acheter le territoire du Groenland depuis 2019. Alors, restons sur le Groenland et passons à l'époque actuelle. Quelles sont les exigences américaines aujourd'hui ? On se souvient tous de la crise qu'il y a eu en janvier dernier, 2026, il y a quelques mois, les États-Unis demandant à acheter le Groenland, le Danemark refuse et l'administration Trump commence à laisser flotter des menaces de plus en plus précises. La réaction des Européens a été tellement vive que Trump est reparti en arrière, mais depuis, un cycle de négociations a commencé entre les États-Unis, le Groenland et le Danemark. Il y a déjà eu 5 rencontres à Washington. Quelles sont les demandes précisément des Américains ? Les Américains demandent essentiellement 3 choses qui sont inacceptables. Alors, à la fois pour les Groenlandais, qui sont moins de 60 000, beaucoup d'Inuits parmi eux, et l'ancienne métropole, le Danemark, qui possède toujours le Groenland, mais dans un statut d'autonomie pour la grande île du Groenland. Et alors, ces 3 choses inacceptables, c'est quoi exactement ? Alors, tout d'abord, une garantie que les troupes américaines pourront rester au Groenland indéfiniment, même si le Groenland devait devenir indépendant du Danemark. En fait, ça veut dire un accord de coopération militaire avec une clause permanente. Là-dessus, j'ajoute que les États-Unis ont récemment envoyé un officier du corps des marines au Groenland, dans la ville de Narsarsuaq. Bravo pour la prononciation, Laurence. Au sud de l'île, pour inspecter l'aéroport qui date de la Deuxième Guerre mondiale, le port et tous les lieux où des troupes américaines pourraient être logées à l'avenir. Pour mémoire, on sait que les troupes américaines étaient très nombreuses au Groenland pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils s'étaient beaucoup servis de cette île comme une base intermédiaire entre la Grande-Bretagne et le territoire américain. Ok, première chose. Deuxième chose ? Les États-Unis veulent aussi un droit de veto absolu sur tout accord d'investissement majeur au Groenland. C'est évidemment une mesure qui vise de futurs éventuels investissements russes, mais surtout chinois. D'accord. Et troisième chose ? Un accord de coopération sur les ressources naturelles. On sait qu'elles sont très nombreuses au Groenland, pétrole, uranium, terres rares, minerais stratégiques. Bon, en réalité, elles sont très difficiles à exploiter parce qu'elles sont sous la glace, mais les États-Unis veulent se positionner sur ces ressources. Et alors, face à ça, comment réagissent les Danois et les Groenlandais ? Les responsables, aussi bien danois que groenlandais, sont consternés parce que si ces exigences devaient être acceptées, ça signifierait la fin de leur souveraineté. Et dans le contexte des négociations qu'on vient de décrire, les États-Unis ne restent pas inactifs. Ils envoient 7 semaines sur place au Groenland
Leur envoyé spécial, c'est le gouverneur de Louisiane qui s'appelle Jeff Landry. Il doit inaugurer le nouveau consulat à Nuuk, un consulat qui apparemment a la taille d'un gouvernement. Tout un symbole. En gros, les Groenlandais ont peur que si la situation s'apaise en Iran, le président Trump ne décide de revenir à la charge dans ses projets d'annexion, voire d'invasion du Groenland. Sur l'apaisement en Iran, je pense que les Groenlandais peuvent être un peu tranquilles pour l'instant, mais enfin, effectivement, on comprend leur nervosité au vu de l'imprévisibilité et de l'incompétence totale de la politique étrangère de Trump, bien démontrée par cette affaire iranienne. Alors, passons maintenant au sort de Cuba. Après la tentative de 1845, de rachat donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, cette offre de rachat par les États-Unis avait donc été refusée par l'Espagne, mais les États-Unis sont revenus à la charge. L'idée d'annexer Cuba intéressait principalement les États du Sud. On est dans le contexte de l'avant-guerre de sécession, et ces États imaginent qu'ils pourraient transférer leur système de plantation avec des esclaves afro-américains dans l'île de Cuba. Et pour cela, il va y avoir un certain nombre de flibustiers, donc des opérateurs privés, qui vont lancer des opérations militaires pour tenter d'annexer l'île, alors sans succès aucun dans ce milieu du 19e siècle. Mais attendez Laurence, j'entends le terme flibustier. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ces flibustiers-là et mon terme favori, mon concept favori de la vie parlementaire américaine, le filibuster ? Romain, j'admire votre finesse d'esprit et votre réactivité parce que, Tout en moi. effet, l'usage du terme filibuster pour désigner un blocage législatif au Congrès est directement lié aux flibustiers de cette époque-là, flibustiers états-uniens avec des visées sur l'Amérique latine. Le premier emploi de filibuster dans le contexte du Congrès date très exactement du 3 janvier 1853, alors que les opérations en Amérique latine étaient à la une des journaux. Voilà qui jette une lumière nouvelle sur ce concept central de nos podcasts, le filibuster. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite entre les US et Cuba ? Eh bien, les velléités d'annexion n'ont pas disparu du tout puisque, en 1898, les États-Unis se sont lancés dans une guerre pour prendre le contrôle de Cuba. Alors, c'est une guerre qui a été très facile, elle n'a pas duré très très longtemps. Tout s'est très bien passé pour les États-Unis. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État de l'époque, on est sous l'administration de William McKinley. Le grand modèle de Trump. Absolument. John Hay, donc, a parlé de splendide petite guerre, je mets les guillemets, pour désigner cette opération. Mais attendez, vous dites qu'elle s'est très bien passée pour les États-Unis. Ça veut dire qu'elle a débouché sur une annexion de Cuba par les États-Unis ? La guerre avait eu pour objectif officiel d'aider Cuba à gagner son indépendance sur l'Espagne, donc il ne pouvait pas décemment faire de Cuba une colonie américaine. Cuba est donc resté libre, mais sous un régime de contrôle américain quand même très étendu. Une sorte de protectorat en réalité. Oui, exactement. Ils avaient notamment obtenu 2 bases militaires, celle de Guantanamo qu'ils ont toujours aujourd'hui et celle de Bahia Honda qu'ils ont rendue par la suite. Et c'est cet état de fait qui a duré jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro ? Oui, le protectorat américain a vraiment cessé à ce moment-là. La révolution cubaine s'est achevée en 1959 avec la prise du pouvoir donc par Fidel Castro. Très rapidement, ce régime est devenu communiste et très proche de Moscou. Les relations diplomatiques avec les États-Unis ont donc été absolument rompues. Sanctions et embargos en tout genre se sont multipliés et ont duré plus de 50 ans. Il faut attendre l'administration Obama pour qu'il y ait une sorte de remise en cause de cette rupture avec Cuba au plus haut niveau côté américain. On se rend compte que toutes ces sanctions n'ont jamais réussi à faire tomber le gouvernement cubain. Il y a aussi aux États-Unis les nouvelles générations de cubano-américains. Ils sont moins radicaux vis-à-vis du régime castriste. Ils sont même très dubitatifs, on peut dire. Oui, et puis enfin, tout le monde veut aller à la plage à la Havane. Il faut que le tourisme puisse se développer. Bref, sous Obama, les relations diplomatiques sont rétablies en 2015, les sanctions sont réduites, et tout ceci culmine avec une visite du président Obama à la Havane en mars 2016. Et là-dessus, Trump arrive. Oui, et Trump supprime toutes ces avancées immédiatement dès janvier 2017. Alors, ce qui nous amène à la situation actuelle et à l'administration Trump 2. Quelle est la politique de Trump vis-à-vis de Cuba depuis janvier 2025 ? C'est la même chose que sous son premier mandat. Sa politique consiste à étouffer l'économie cubaine sous les sanctions pour faire tomber le régime. Cette politique s'est intensifiée depuis janvier dernier 2026 parce que l'opération au Venezuela, l'enlèvement des Maduro, a permis de couper l'approvisionnement de Cuba en pétrole vénézuélien. Ils avaient des accords tarifaires qui leur permettaient d'importer du pétrole vénézuélien à très bas prix.
Oui, et il faut dire que cet embargo est un embargo extraordinairement sévère dans ses implications pour Cuba, avec des niveaux de pauvreté qui déjà étaient élevés, qui sont absolument enfoncés, et un écroulement des services publics, je pense en particulier aux services publics hospitaliers, qui est véritablement mortifère. Alors même que le système de santé et j'ajoute d'éducation cubain faisait pendant des décennies la fierté du monde communiste, c'est le seul endroit où ça marchait très bien. J'ajoute un dernier élément dans ce tableau désastreux de la population cubaine, c'est qu'elle est vieillissante. Depuis la dernière vague de répression politique à Cuba en juillet 2021, 1 million d'habitants, soit 10% de la population, a émigré, ce qui suit évidemment des vagues d'émigration qui avaient déjà eu lieu dans les années 60, 70, 80, etc. Donc on a un pays qui est totalement dépeuplé. Et alors, face à ce pays dépeuplé, est-ce que l'idée d'une invasion de l'île par des militaires américains est revenue à l'étude ? Tout est possible avec Donald Trump. Quand on considère une invasion militaire de Cuba aux États-Unis, on a quand même des doutes parce qu'on se souvient du fiasco de la tentative d'invasion de la baie des Cochons. C'était en avril 1961 sous Kennedy, une tentative pour renverser le régime de Fidel Castro qui avait totalement échoué. Et puis, on le sait bien, aujourd'hui, les États-Unis sont déjà occupés en Iran. Mais quand même, il y a des signes. Parce que, d'une part, Trump ne cesse de répéter que Cuba est, j'ouvre les guillemets, le suivant sur la liste dans ses tentatives d'annexion territoriale. Le 1er mai dernier, dans un discours à Palm Beach, en Floride, le président Trump a même dit que les États-Unis allaient prendre le contrôle presque immédiatement de Cuba. Ça, c'est la rhétorique, mais il y a aussi des signes concrets. Depuis le début du mois de février 2026, des avions et des drones de surveillance de la marine américaine et de l'Air Force ont mené plus de 25 missions de reconnaissance sur l'île, notamment sur les 2 plus grandes villes, La Havane et Santiago de Cuba. Pour conclure cet épisode, Romain, que ce soit sur Cuba ou sur le Groenland, tout est possible. Il va falloir regarder les dates du 14 juin, l'anniversaire de Donald Trump, et du 4 juillet, qui sera le 250e Independence Day du pays. Ce seraient des bonnes dates pour lancer une intervention. Oui, des bonnes dates entre guillemets, Laurence. Mais bon, puisqu'on parle de bonnes dates, j'en profite pour donner rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine, où je ne serai pas derrière le micro, ce qui soulagera tout le monde, et où vous interviewerez en revanche Yves-Marie Perréon, qui vient de sortir une biographie de George Washington. Donc on est tout à fait dans le thème du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Eh bien, je m'en réjouis, Laurence, et nous nous retrouvons, nous, dans 15 jours. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Romain, à bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.